Des menus de la cantine aux horaires de la piscine, les relations de la République avec les religions semblent aujourd'hui de plus en plus difficiles. Cela fait longtemps que la société française a des problèmes avec la laïcité, une idée qui ne va pas de soi, une réalité qui ne va pas de soi. Depuis le 7 janvier dernier, le doute est désormais général, comme si la laïcité était aujourd'hui un concept vidé de son sens, ou bien encore un pur concept existant dans le ciel étoilé des idées, mais bien étranger à notre monde. Et pourtant, la question qui se pose aujourd'hui est de trouver les moyens de faire coexister différentes communautés, différentes religions en France. Comment peut-on s'y prendre ? Pour tenter de répondre à cette question, je reçois le philosophe Pierre Manant. Bonjour Pierre Manant. Bonjour. Vous êtes spécialiste de philosophie politique, vous avez été directeur d'études à l'EHESS. La laïcité a vécu deux chocs importants cette année, le 11 et le 7 janvier. Que révèlent ces deux dates selon vous ? Je crois d'abord que nous avons fait l'expérience de l'inimitié violente. Et nous n'étions pas préparés à cela, en dépit d'événements antérieurs, en particulier ce qui s'est passé à Toulouse, les crimes de Mohamed Merah. Mais cette réédition de cette criminalité a mis sous nos yeux que désormais nous devions vivre sous et face à une inimitié en quelque sorte illimitée. Et que nous avions une grande peine avec laquelle nous avions une grande peine à laquelle nous avions une grande peine à nous rapporter. Donc c'est pour moi la première leçon de cette expérience. L'Europe de nouveau, la France de nouveau, doit accepter de vivre avec la menace permanente d'une inimitié violente. Et d'une inimitié qui porte sur quoi ? Voilà, c'est d'une inimitié dont les composantes sont politiques, religieuses, sociales, et c'est donc une inimitié qui remet en jeu, en quelque sorte, tout ce que nous sommes, ou plutôt qui nous amène à nous demander ce que nous sommes. Qui sommes-nous pour susciter ainsi cette inimitié ? Pour moi, c'est la première réaction à ces événements. Et cette réaction, elle s'est notamment déroulée le 11 janvier lors de cette grande manifestation. Une manière de réitérer un principe auquel grand nombre de Français sont attachés, probablement l'écrasante majorité, la laïcité, qui est une manière de répondre à cette inimitié, puisque finalement, celle-ci visait notre laïcité qui autorise le blasphème, puisqu'elle ne le reconnaît pas, Pierre Manant. Oui, certainement. Je crois que le sens de ces meurtres était vraiment l'extension à la France et à l'Europe de la loi condamnant le blasphème. Ça, c'est absolument certain. Et donc, évidemment, la réaction naturelle était de réaffirmer ce droit. Maintenant, on ne peut pas s'en tenir simplement à cette réaffirmation, j'allais dire déclaratoire. Il faut maintenant, repenser la manière dont nous comprenons nous-mêmes, et c'est ce que nous allons essayer de faire. Dans votre livre « Situation de la France » que vous publiez chez Desclés de Brouwer, Pierre Manant, vous expliquez en quelque sorte que ce 11 janvier n'a pas été véritablement à la hauteur intellectuelle, dirais-je, de l'événement, et que nous n'avons pas réussi à penser véritablement le phénomène auquel nous avons aujourd'hui à faire face. C'est tout à fait normal. Ce fut une grande réaction émotionnelle, affective. On ne peut pas demander à un mouvement du cœur, en quelque sorte, plus qu'il ne peut donner. Mais c'est vrai que par la suite, je trouve que très rapidement, le débat est revenu à l'état antérieur ou à l'absence de débat antérieur, et c'est là que nous sommes tous en défaut. Nous sommes en défaut, nous et eux. C'est la distinction que vous faites dans l'ouvrage que vous venez de publier. Le nous correspond à la société occidentale, pour faire vite. Le eux, ce serait la société musulmane. Et vous écrivez:
La société, pour nous, est d'abord l'organisation et la garantie des droits individuels. Elle est pour eux, autrement dit pour la société musulmane, d'abord l'ensemble des mœurs qui fournissent la règle concrète de la vie bonne. Expliquez-nous la distinction que vous faites, Pierre Manant. Comme le propos du livre est un propos, j'allais dire, amical et réconciliateur, le plus possible, j'ai essayé de dresser le contraste que tout le monde éprouve obscurément, de le dresser de la manière la plus claire possible. Et je crois qu'il n'est pas inexact de dire que tendanciellement, en Europe, surtout dans les dernières décennies, tout le contenu de la vie partagée, de la vie sociale, a été de plus en plus dominé par la primauté de plus en plus exclusive des droits individuels. En quoi consiste la société? C'est l'organisation des droits, la garantie des droits, et de sorte que nous avons, en quelque sorte, perdu de vue ou oublié la question de la chose commune ou des choses communes qui nous rassemblent au-delà ou en deçà des droits individuels. Principe de cohésion faible. Principe de cohésion faible. Principe de liberté fort, principe de cohésion faible. Et je crois qu'il n'est pas inexact de dire par contraste que dans le monde musulman, le principe de cohésion est immédiatement donné par le partage de cette religion qui est d'une remarquable stabilité. Alors bien sûr, elle a des formes extrêmement variées. L'islam d'Indonésie est très différent de l'islam du monde arabo-musulman, mais disons, l'islam avec lequel nous sommes en rapport a une grande force cohésive, une grande stabilité à travers le temps et à travers les lieux, de sorte que l'appartenance à la communauté musulmane amène avec soi des manières de vivre, des manières de se conduire qui sont partagées et qui ont une sorte d'évidence inséparable de la vie même de la société. C'est donc la distinction que vous faites entre les sociétés européennes et les sociétés musulmanes. Les sociétés européennes auraient en quelque sorte une cohésion faible. Les sociétés musulmanes seraient victimes d'un niveau de liberté faible. Néanmoins, n'est-ce pas un avis de philosophe? Je veux dire, lorsqu'on observe les choses de manière un peu sociologique, à ras de terre, on peut se rendre compte que les sociétés musulmanes ont un principe de cohésion faible. Elles aussi, par exemple, hier nous parlions de Gaza. Gaza est un monde dans lequel les affrontements existent, dans lequel la cohésion sociale n'est pas du tout aussi forte qu'on pourrait le dire, Pierre Manant. Vous avez raison, c'est une question très compliquée parce que en Europe, nous avons développé, disons, au 19e au 20e siècle, à la fois la liberté individuelle et aussi un principe de cohésion fort. C'est-à-dire que la nation démocratique est à la fois plus individualiste que l'Ancien Régime et en même temps a un principe de cohésion plus fort que les sociétés d'Ancien Régime. Donc, dans ce développement, on a gagné à la fois en liberté et en cohésion. Et dans le monde arabo-musulman, je crois que c'est un petit peu l'inverse, c'est-à-dire que il y a à la fois ce principe de stabilité des mœurs qui ne sont pas contestées, qui sont partagées, mais cette communauté de mœurs n'empêche pas une grande, fragilité de la cohésion sociale parce que il y a une grande fragilité de l'institution politique. Le problème de l'islam, me semble-t-il, le plus fondamental, ce n'est pas l'absence de démocratie ou la difficulté avec la démocratie, comme on le dit le plus souvent, mais c'est l'absence de communauté nationale. C'est-à-dire que il est de forme impériale ou de tendance impériale, et il a eu beaucoup de peine à prendre des formes nationales. Et on voit aujourd'hui, avec l'effondrement de plusieurs pays, en vérité, que c'est bien cela, la fragilité première de l'islam, c'est l'absence d'une communauté politique véritablement cohérente et organisée. Mais reste la permanence, la stabilité de la règle religieuse.
C'est la thèse que vous développez dans votre ouvrage Situation de la France. La situation que l'on observe en France, c'est pour beaucoup de Français, beaucoup d'entre nous, l'idée selon laquelle la cohésion de notre nation est assurée par le principe de la laïcité. Or, vous dites, Pierre Manant, que la laïcité à la française n'a pas neutralisé religieusement la société française. Autrement dit, qu'elle ne fait que jeter une sorte de voile d'illusion sur le principe d'une neutralité religieuse. Non, tout dépend de ce qu'on entend par laïcité. Non, la laïcité est une chose réelle, importante, décisive, qui est notre bien commun, c'est-à-dire séparation de l'institution religieuse et de l'institution politique, donc neutralité religieuse de l'État. L'État ne donne pas de commandement religieux et les religions ne donnent pas de commandement politique. Donc sur ce point, nous sommes tous d'accord, cette laïcité est le pilier ou un des piliers de la vie commune. Bon, maintenant, aujourd'hui, on veut faire dire à la laïcité et lui faire faire plus que cela. Non pas assurer la séparation entre commandement politique et commandement religieux, ou loi politique et loi religieuse, mais on veut la conduire en quelque sorte à accomplir la neutralisation religieuse de la société. Faire en sorte que d'une certaine façon, dans l'espace public, on ne puisse pas rencontrer la religion. Et que la religion soit véritablement reléguée à la vie privée. Et je dis simplement, d'une part, ce n'est pas possible, d'autre part, ce n'est pas du tout le sens originel de la laïcité. En 1905, avant, après, il n'a pas été question de séparer la société française de la religion catholique qui, à l'époque, était tout de même très présente dans la vie collective. Mais vous allez même au-delà, puisque vous dites que la société française, Pierre Manant, est une société de marque chrétienne, même si elle se pense laïque, elle est en réalité, selon vous, chrétienne. Là encore, c'est une histoire compliquée, parce que c'est une histoire qui a duré, qui dure depuis des siècles. Et donc, la formule politique de la France est extrêmement complexe. J'essaie de distinguer trois éléments. L'État laïque, tel que nous venons de le rappeler, la nation sacrée. Jusqu'à une date récente, on oublie toujours que la République, la laïcité, se déploie dans sa force au moment où la forme nationale a l'autorité la plus grande parmi nous. C'est le mouvement de la laïcité est inséparable du moment où la nation est le plus sacrée. D'abord, c'est quelques années avant l'union sacrée que la Grande Guerre va imposer en quelque sorte. Donc, État laïque, État neutre religieusement, nation sacrée, et puis la société et la nation qui, a depuis des générations s'est éduqué dans un certain rapport, d'ailleurs éventuellement conflictuel, avec la religion chrétienne, spécialement catholique. Ces trois éléments qu'il ne faut pas oublier. Alors, aujourd'hui, il y a une reconfiguration, mais ces trois éléments doivent encore être considérés. En tout cas, vous écrivez dans votre livre « Situation de la France », Pierre Manant, que la société française, qui est restée une société, dites-vous, de marque chrétienne, principalement, mais point exclusivement catholique, avec une présence fort caractérisée des protestants et des juifs. Cette société, aujourd'hui, doit trouver un modus vivendi avec l'islam. Et pour en parler, eh bien, tout à l'heure à 8h15, viendra Mohamed Bajrafil, qui est imam et qui publie « Il est temps d'entrer dans le 21e siècle ». Les idées claires. 7h55 sur France Culture. Bonjour Brice Couturier. Bonjour Guillaume Erner. Les intellectuels font la une des hebdomadaires, ce qui devrait vous réjouir, Brice. Mais oui, parce que l'un des effets bénéfiques de l'émergence sur la scène médiatique du carteron d'intellectuels que se disputent les news magazines et les plateaux de télévision, c'est qu'un certain nombre de débats enfouis sont à présent en pleine lumière. Ces débats, les politiques, incertains de ce qu'il convient d'en penser et désireux de ne froisser personne, les évitaient soigneusement.
Embarrassantes exceptions, des populistes en profitaient pour se parer des vertus de l'audace intellectuelle, mais en s'arrogeant le monopole des questionnements gênants, ils s'étaient aussi emparés de leur formulation. Et à des questions volontairement mal posées, ils apportaient des réponses démagogiques et impraticables. Au premier rang de ces questions figure bien sûr la place de l'islam dans les sociétés européennes. Alors Pierre Manant définit l'Europe par deux traits essentiels, on l'a entendu ce matin, spirituel, le christianisme, politique, la formule de l'État-nation. Ces deux traits, vous estimez qu'ils ont été récemment effacés. Le passé chrétien de l'Europe fait l'objet d'une dénégation, qui se souvient qu'en mai 1940, le gouvernement de Paul Reynaud au grand complet a compris d'ailleurs assister à une messe à Notre-Dame pour prier la Vierge de sauver la France. Les nations, quant à elles, sont minées par l'intégration européenne, la mondialisation, la haine de soi. C'est pour vérifier, dites-vous, que l'Europe est bien vide de toute substance commune, nationale ou religieuse, qu'on exige de ces peuples qu'ils accueillent l'islam sans réserve ni question. Tandis que l'Europe s'identifie avec les nations, l'islam se pense dans les termes politiques de l'Empire, le califat, tandis que pour nous, la vieille religion de l'Europe n'est plus qu'une survivance, pour les musulmans, l'islam, c'est le fondement obligé de l'organisation sociale tout entière. Nous avons édifié une société des droits, où l'État est faible, l'islam oppose à ses fidèles des devoirs, des interdits, des exigences. Enfin, le monde musulman est en expansion, l'Europe en déclin. Alors on comprend qu'après avoir ainsi opposé nos faiblesses à son dynamisme, vous en arriviez à préconiser face à l'islam une prudente défensive. En gros, vous êtes prêt à tout accepter de sa part dans la sphère publique, à part la polygamie et le voile intégral. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il serait trop tard, dites-vous, pour poser à présent des exigences que nous n'aurions pas su formuler à temps voulu au moment des premières vagues migratoires, et que nous risquons de basculer de la sphère culturelle européenne à celle du monde arabo-musulman. Alors plutôt que chercher à passer une espèce de deal avec un islam conçu comme profondément étranger à la civilisation européenne, ne serait-il pas plus avisé de miser sur un islam d'Europe? Nous avons déjà rencontré cette culture dans notre histoire à l'époque d'Averroès, et vous conviendrez en tant que philosophe que les influences réciproques ont été bénéfiques. Nombre de dirigeants politiques du monde arabo-musulman reconnaissent que l'islam a besoin d'une réforme, mais ce nécessaire aggiornamento ne trouve pas dans les pays musulmans l'espace de liberté qui lui serait nécessaire. En Europe, par contre, on peut considérer qu'un islam des Lumières a trouvé son terrain. Sur notre antenne, les contre-prêches du regretté Abdelwahab Meddeb, aujourd'hui le self-islam d'Abdenour Bidar, les travaux de Malek Chebel ou du recteur de la mosquée de Bordeaux, Tarek Obrou, démontrent qu'un islam euro-compatible est en cours d'édification. C'est aussi le cas en Allemagne et dans d'autres pays européens. Cet islam-là ne réclame nullement une place à part dans nos sociétés parce qu'il s'y trouve à son aise, en semblant privilégier l'intégrisme et en appelant à passer avec lui un compromis. Ne risque-t-on pas de prêter le flanc au soupçon qu'il existerait une sainte alliance des monothéismes? 8h16 sur France Culture, la laïcité est-elle une idée, une réalité dépassée en France? Pour en débattre, je suis en compagnie de Mohamed Bajrafil. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'imam d'Ivry-sur-Seine, vous êtes docteur en linguistique et également chargé de cours à l'université Paris 12. En face de vous se trouve le philosophe Pierre Manant. Pierre Manant, si je voulais résumer votre pensée par une boutade, je dirais que ce n'est pas Dieu inutile et incertain, mais la laïcité inutile et incertaine. Et vous écrivez dans votre ouvrage qu'il y a une idée fausse. En France, cette idée fausse est la suivante: notre République doit faire avec les musulmans ce que la Troisième République a fait avec les catholiques. Expliquez-nous pourquoi, selon vous, il s'agit d'une idée fausse, Pierre Manant. Permettez-moi tout de même de répondre à ce qu'a dit Brice Couturier tout à l'heure, parce que il a donné une idée très inexacte de ce qu'il y a dans mon livre. Il a dit en somme que j'accorde tout à l'islam intégriste. Quelle drôle d'idée. Quelle drôle d'idée. Où avez-vous vu que j'accordais tout à l'islam intégriste? Je suggère simplement que nous ne fassions pas des batailles démesurées à propos d'accommodements possibles dans les piscines pour les collégiens et les collégiennes ou sur le menu des cantines. Voilà à peu près en quoi consiste ma reddition à l'islam intégriste. Donc, tout de même, faites attention quand vous rendez compte d'un livre. D'autre part, vous n'avez pas dit un seul mot sur le point fondamental, selon moi, pour l'avenir de l'islam et de la France, et pour la constitution précisément d'un islam de France, d'un islam des Lumières que vous souhaitez comme moi.
quoique la notion soit peut-être un peu floue, c'est que précisément la perspective de l'islam de France soit inscrite dans la vie française et dans l'avenir de la nation française, et par conséquent que l'islam de France prenne son indépendance par rapport au monde arabo-musulman et se constitue en effet et regarde la communauté française comme sa communauté de référence et non plus l'ensemble arabo-musulman ou l'Oumma. Donc je demande à l'islam quelque chose comme une réforme radicale, au moins en ce sens. Donc je tenais tout de même à faire ce rappel. On va vous entendre de toute façon, Pierre Manant, sur votre conception de l'islam de France et la manière dont vous pensez une coexistence possible. Je citais donc une phrase issue de votre livre « Situation de la France » où vous disiez en quelque sorte qu'il ne fallait pas se situer dans la perspective de la Troisième République et que l'islam de France aujourd'hui ne posait pas les questions que posait jadis la chrétienté en France. Non mais, si vous voulez... la laïcité est un fait, il est acquis. La laïcité au sens originel du terme est un fait acquis. Donc encore une fois, séparation de l'institution religieuse et de l'État. Bon, maintenant, ce qu'on veut lui faire faire et lui faire dire, c'est autre chose. Donc la neutralisation religieuse de la société. Ce que je dis simplement, c'est que la laïcité de la Troisième République ne s'est pas donné pour but de neutraliser religieusement la société et d'effacer en quelque sorte la marque chrétienne de la vie nationale. Et pour prendre l'exemple, pour prendre le point décisif, la laïcité à la française ne s'est pas donné pour but de réformer l'Église catholique, ou de réformer les mœurs chrétiennes, ou de dissoudre les mœurs chrétiennes dans les droits de l'homme ou les droits de l'individu indépendant de la démocratie moderne. Donc le problème n'est pas du tout le même, n'est-ce pas? Comme on l'a dit souvent, les mœurs de la laïcité et les mœurs de la chrétienté, en quelque sorte, étaient largement superposables. La morale qu'enseignait l'instituteur et la morale qu'enseignait le curé, quelles que fussent par ailleurs les divisions entre ces deux directions de l'esprit, en quelque sorte, eh bien, ces mœurs étaient largement superposables. Donc, le problème n'était pas du tout le même. La laïcité, aujourd'hui, elle se pose de manière extrêmement concrète. Elle se pose, par exemple, au travers des menus à la cantine. On en a eu encore un exemple dans les informations tout à l'heure. Pierre Manant, faut-il, par exemple, proposer des menus de substitution à la cantine, selon vous? Écoutez, bon... Si on peut accommoder les sociétaires, si les parents y tiennent, je ne vois vraiment pas de motif pour en faire un objet de dispute, vraiment. Où s'arrêtent dans ces conditions, selon vous, les accommodements raisonnables? Où passe-t-on dans une autre attitude, dans un autre comportement par rapport, en l'occurrence, à l'islam? Je crois que l'enjeu principal, où là, effectivement, il faut imposer la laïcité en un sens très précis, c'est dans l'école. C'est dans l'école, c'est-à-dire, il faut que, disons, ce qui appartient au programme de l'enseignement de l'éducation nationale, au programme de l'enseignement des lycées et collèges, eh bien, les professeurs puissent l'enseigner. Et qu'ils ne soient pas exposés à une sorte de refus d'une partie de la population des élèves. Bon, ceci ne nous intéresse pas, ceci ne correspond pas à ma religion, je ne veux pas entendre parler de Darwin, je ne veux pas entendre parler de la fondation de l'État d'Israël. Il faut absolument que, si nous voulons vivre ensemble, nous ayons une éducation commune. Et cette éducation commune, elle est donnée par l'enseignement de l'école, et il faut que l'enseignement de l'école soit le même pour tous, c'est-à-dire que certains n'aient pas le droit, en quelque sorte, d'opposer une fin de non-recevoir à ce qui est un enseignement, à ce qui doit être un enseignement partagé. Mohamed Bajrafil, vous qui êtes imam d'Ivry, qu'en pensez-vous? Comment jugez-vous ces accommodements raisonnables? Qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous, pour permettre la coexistence harmonieuse de l'islam au sein de la société française? Je pense que le mot accommodement n'est pas celui que j'utiliserais, parce que la laïcité, comme il vient d'être dit,
n'a jamais été une idée ou une idéologie militante, mais au contraire quelque chose de génie, si je puis m'exprimer ainsi, qui avait pour mission de permettre aux gens, quelle que soit leur conviction religieuse, de coexister, de vivre en paix. Or, ce qui se passe depuis un certain nombre d'années, c'est que la laïcité est devenue militante et institutionnalisée, voire utilisée pour justement taper, passez-moi l'expression, sur du musulman. Et à longueur de journée, on parle de laïcité que l'on oppose à l'islam. L'islam ne serait pas ceci, l'islam ne serait pas cela. La plupart du temps, c'est des gens qui n'en connaissent pas grand-chose, qui en parlent et qui font de la laïcité ce qu'ils veulent, qui la taillent à leur image. Et du coup, on arrive à des contradictions des plus ubuesques. Donnez-nous des exemples. Quand, par exemple, on entend des dirigeants de tout premier rang, des politiques de tout premier rang, qui vous parlent d'heures des retards qui seraient dus à des heures de prière, à un moment donné, c'est lassant, quoi. À un moment, les musulmans n'aspirent qu'à une chose, qu'on leur foute la paix. En plus, sur des bases mensongères, c'est quand même quelque chose de très grave. L'heure de la prière pour un musulman, déjà, la prière n'est pas obligatoire pour un enfant, mais quand à longueur de journée, on parle pas des questions de chômage, etc., mais à longueur de journée, tous les jours, il y a une page sur l'islam. Même celui qui veut porter un discours qui irait dans le sens justement de cette coexistence, parce que c'est au fond ce à quoi chacun aspire, eh bien son discours devient inaudible aux oreilles de ceux parmi les plus faibles qui seraient susceptibles de l'entendre. Et du coup, pour répondre à votre question, l'islam ne demande pas que on se comporte avec mansuétude à son égard, que la laïcité, dont le sens n'est pas dévoyé, lui soit appliquée exactement comme elle l'est par rapport aux autres. Mohamed Bajrafil, la laïcité suppose le droit au blasphème. Comment un musulman peut-il réagir vis-à-vis de ce droit? Par rapport au Coran, le Coran est rempli d'attaques à l'endroit du prophète. Une vingtaine de versets qui nous apprennent que le prophète a été traité de sorcier, de magicien, de je ne sais quoi. Et en fait, le souci qui se pose ici, notamment quand j'entends des gens parler de l'islam, c'est qu'ils en prennent une lecture et ils disent l'islam, c'est cela. Et c'est ce que je trouve très malhonnête de la part de plusieurs intellectuels en France. C'est que être capable de dire c'est une lecture, c'est une chose. Mais dire que c'est comme ça, alors que l'on sait pertinemment, et si on ne sait pas, on se tait dans ce cas, qu'il y a d'autres lectures, c'est ça qui est choquant. Donc, dans le Coran, il y a 36 000 exemples qui vous montrent qu'il y a eu des cas de blasphème. Donc, maintenant, c'est une chose, mais de me demander à moi, religieux ou à moi, croyant, d'être content parce qu'on a fait, c'est une autre chose. J'accepte parce que la loi, parce que pour vivre ensemble, il y a des gens qui vont, par exemple, me traiter de ceci ou cela, et c'est pas pour autant que je dois prendre un bazooka et leur tirer dessus. Mais, en même temps, il ne faudra pas non plus qu'au nom de la laïcité, on me demande de ne pas souffrir à l'intérieur de moi, ou par exemple, si j'estime qu'on a franchi une ligne rouge, de pouvoir m'enquérir auprès des institutions judiciaires pour dire, ben voilà, est-ce que mon cas peut être recevable? S'il l'est, ben la justice tranche. La place dévolue aux femmes, la question du voile intégral, Mohamed Bajrafil, est également une autre pierre d'achoppement en France dans le débat autour de la laïcité. Qu'en pensez-vous? Quelles sont les règles qui devraient normalement être réglées ou en tout cas suivies selon vous? Deux petites choses très rapidement par rapport à cela. D'abord, le nombre de femmes qui portent le voile intégral est un nombre qui est on ne peut plus infinitésimal pour qu'on en fasse un cas d'école et qu'on en parle pendant des années. Ça fait 3 ou 4 ans que l'histoire dure pour 300 ou 2000 femmes, dit-on, au maximum. Sur une population de près de 6 millions de personnes. C'est quand même très négligeable, même si je sais que derrière, il y a certains qui brandissent cet épouvantail pour continuer à dire que l'islam ne serait pas d'ici. Mais au-delà de cela, c'est un travail que nous faisons sur le terrain à longueur de journée, pour montrer par exemple le caractère culturel, davantage que cultuel,
comment dire, cette façon de se vêtir. Et quand nous tenons un discours pareil, par exemple, pour ne pas être très long, que dans le malikisme, il y a une vision qui dit que le voile, se voiler intégralement le corps, est quelque chose de déconseillé. Mais cette parole-là, par exemple, quand je la tiens, et preuve à l'appui, je peux convaincre quelqu'un. Sauf que quand il y a un politique qui passe derrière, qui dit « voilà, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça », généralement, eh bien, ça repousse, si vous voulez, ça pousse à l'entêtement. Et je pense pas que ce soit le but que nous visons tous ici, en tout cas. Brice Couturier. Pierre Manant n'a pas aimé la lecture de son livre, mais moi j'ai bien aimé le lire. Et je voudrais dire que j'ai trouvé dans son livre un élément de réponse à ce qui vient de nous être dit. Ce que dit Pierre Manant, on est tous très embêtés, nous en particulier les gens des médias, avec la critique de l'islam. On sait qu'à tout moment elle peut déboucher dans du racisme pur et simple. D'un autre côté, nous sommes une société laïque, habituée à critiquer les religions avec parfois une certaine vigueur et une certaine ironie voltairienne, et nous n'avons pas l'intention, parce que ça fait partie de notre culture française nationale, d'y renoncer devant quelque religion que ce soit. Or là, Pierre Manant nous donne une piste. Il demande qu'on cesse de censurer les critiques de l'islam parce qu'elles sont indispensables à sa propre réforme, mais qu'on protège les personnes contre l'insulte. Et il fait remarquer que dans la société dans laquelle nous vivons, certaines religions, en tous les cas celle-là, veut échapper à toute critique, alors que par contre, nous nous insultons copieusement les uns les autres et de manière de plus en plus vulgaire. Donc ce contraste est pénible. Que pensez-vous de l'idée qu'on pourrait non pas protéger les croyances, c'est impossible dans la société dans laquelle nous vivons, et que si l'islam a besoin de se réformer, il a besoin de la critique. C'est comme ça que le catholicisme s'est réformé lui-même sous forme de protestantisme, et que par contre on arrête de s'invectiver les personnes, les croyants, et non pas les croyances. Pierre Manant. Oui, monsieur. Monsieur, vous... je suis très très sensible à à ce que vous venez de dire. En même temps, comment dire, il me semble que vous n'avez eu en quelque sorte que vous n'avez eu votre discours était composé en quelque sorte de reproches adressés aux autres. N'est-ce pas? Cela me frappe, n'est-ce pas? Il y a diverses interprétations du Coran, vous le savez mieux que moi, mais nous le savons aussi un peu. Dans votre intervention, il semble que vous n'ayez absolument pas tenu compte des motifs pour lesquels il y a à l'égard de l'islam beaucoup de méfiance. C'est un point que vous devez prendre en compte et considérer que s'il y a tant de méfiance, il doit y avoir des raisons. Et une des raisons de cette méfiance, c'est que, semble-t-il, l'islam manque de critique à l'intérieur de lui-même. Et que chaque fois que on fait une reproche sur un point particulier à des musulmans, ils n'acceptent jamais, en quelque sorte, le reproche qui vient de l'extérieur. Ils semblent incapables de l'exercer à l'égard d'eux-mêmes et ils renvoient tout de suite l'accusation vers les autres qui ne comprennent pas l'islam, qui ne savent pas ce qu'il y a dans le Coran. Est-ce que vous admettez que tout de même, il y a dans les développements récents en France et ailleurs, des motifs pour des gens raisonnables, qui ne sont pas mus par des sentiments hostiles, des motifs raisonnables d'être inquiets? Mohamed Bajrafi, l'imam d'Ivry. C'est d'autant plus compréhensible que à l'intérieur, ce travail dont vous parlez, la nécessité de l'autocritique existe. On lance à longueur de journée des idées ici et là pour appeler à une relecture des textes, ce qu'on appelle l'ijtihad. Personnellement, j'ai écrit ce livre dans ce sens aussi. Le but n'est pas, de mon point de vue, de montrer du doigt les gens. Moi, je me refuse d'essentialiser l'autre. Il se peut, par exemple, que vous ou moi, à un moment donné de notre vie, nous ayons eu une vision X ou Y, mais que, parce que nous sommes des éternels perfectibles, nous soyons appelés un jour à évoluer. Et
par exemple, on parle de critique à l'intérieur de l'islam. Moi, l'islam tel que je le conçois est une religion dont la particularité repose sur le fait que on doit nécessairement et tout le temps distinguer le texte de l'interprétation du texte. Et qu'à partir de là, ce qui a pu être dit il y a 14 siècles, aujourd'hui, peut ne plus être... Et si on veut ramener des réalités... Moi, j'utilise une notion dans le livre, la notion d'épistémé, que vous devez très certainement bien connaître que moi, étant philosophe, et qui, de mon point de vue, nous permet de situer le dire d'un imam ou de quelque personne que ce soit, il y a 14 siècles, dans les réalités sociologiques, politiques, voire psychologiques qui étaient les siennes, qui l'ont amené à édicter un avis religieux, et que cet avis religieux, si on veut le transposer dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, forcément on produira Daesh. Donc cette façon de voir les choses, moi, je suis entièrement d'accord, et j'appelle justement à une relecture. Sauf qu'il y a plusieurs personnes qui le disent, mais encore faut-il que nous veuillions aussi les entendre. Parce que le tout, c'est pas que les gens le disent, il y a des gens à longueur de journée, ici comme ailleurs, en Arabie Saoudite et dans d'autres pays, qui tiennent ce discours. Mais encore faut-il que, de l'autre côté aussi, nous soyons en mesure de les entendre pour pas dire mais finalement on vous entend pas. Et c'est un peu comme ce qui s'est passé au lendemain des attentats du 11, où on a dit les musulmans on les a pas vus, mais c'est pas écrit sur mon front. Peut-être que vous êtes plus musulman que moi, j'en sais rien. Et au fond, c'est pas la couleur de la personne qui va faire que moi je me sentir. Donc je suis pas dans l'accusation du tout. Je reconnais que un citoyen normal puisse se poser des questions sur pour comment ça se fait que nous ayons des gens qui passent leur temps à égorger des gens avec des images. C'est très choquant. C'est d'ailleurs pour cette raison que moi j'appelle à ce que nous ayons davantage d'humanité que de religiosité, entre guillemets. C'est-à-dire que soyez ce que vous voulez, mais s'il y a de l'humanité, c'est le plus important. Pierre Manant, le temps avance et dans votre livre « Situation de la France », vous faites une proposition, vous esquissez une piste, une solution selon vous. Vous demandez, vous appelez de vos voeux, une représentation politique de l'islam. Expliquez-nous ce que vous voulez dire et en quoi cette piste pourrait constituer selon vous une solution. Je crois que nous nous connaissons mal les uns les autres. La France est désorientée. Il y a beaucoup de méfiance entre les musulmans et les autres. Les musulmans redoutent l'islamophobie, notion qui me paraît une notion qui n'est pas heureuse pour bien des raisons. Nous n'avons peut-être pas le temps d'en parler. Et une grande partie de la population française se méfie de l'islam. Donc, je crois que une des réponses à cette situation, c'est d'ouvrir une conversation beaucoup plus large, beaucoup plus franche, beaucoup plus diverse. On dit les musulmans sont très divers à l'intérieur de la communauté musulmane. Eh bien, la meilleure façon de donner de l'air à la conversation civique, c'est d'encourager l'expression des différentes composantes de l'opinion musulmane. Mais pour qu'on vous comprenne bien, est-ce que vous voudriez, est-ce qu'il serait imaginable selon vous qu'il y ait par exemple en France un parti musulman ? Non, un parti musulman, si on entend par là un parti qui prétendrait représenter les musulmans de France, certainement pas. D'abord, je pense qu'ils ne seraient pas d'accord pour partager un même parti, mais qu'il y ait des expressions politiques de l'islam, mais pour quelle raison? Pas seulement pour faire valoir les revendications de l'islam, mais en quelque sorte pour dire ce que positivement les musulmans veulent pour la France. J'ajoute juste une chose. Lorsque monsieur dit on veut simplement qu'on nous laisse tranquille, je comprends très bien, c'est parfaitement légitime, mais je dirais que ce n'est pas suffisant. Il faut avoir aussi une posture plus active. Quelle part souhaitez-vous prendre à la vie nationale? Quelle contribution souhaitez-vous apporter? Une réponse en un mot. Alors, très rapidement par rapport à votre question, je pense qu'un pays c'est comme une famille. Nous vivons dans une auberge espagnole et chacun, il lui est demandé d'apporter sa petite pierre à l'édifice. Et le musulman, pas moins que les autres, attend y participer, attend prendre sa part. Mais encore faut-il, encore une fois, que quand il vient, qu'on le prenne pas pour le musulman, mais qu'on le prenne pour un citoyen à part entière. Parce que le problème qui se pose par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure et par rapport à ce qui a été dit lors de l'info, c'est qu'à longueur de journée, on me renvoie mon islamité. Je ne suis pas
le musulman de service, comme malheureusement ça s'entend ici et là, c'est des citoyens français qui sont nés ici, qui n'ont pas d'autre culture que la culture française et qui aimeraient qu'on les prenne comme tels. Sauf que malheureusement, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, comme vous le dites très bien, eh bien, on va te dire, finalement, ah, tu t'appelles Mohamed. Sauf que le musulman aujourd'hui, il s'appelle François, Françoise et bien d'autres. Et peut-être Caroline qui veut prendre la parole, Caroline Eliachef. Oui, je voudrais demander à Pierre Manant pourquoi dans son livre n'est pas du tout, enfin à peine esquissé la question de l'égalité entre les hommes et les femmes et d'une position assez différente entre, disons, la France et les pays musulmans. Et monsieur, vous tenez un discours qui est très rassurant. Et effectivement, nous sommes plutôt méfiants. Donc, en vous écoutant, moi j'ai envie de vous demander, où avez-vous été formé? Quelle est votre position par rapport aux frères musulmans? Enfin, un certain nombre de choses qu'on a envie de savoir avant d'écouter avec amitié, comme dirait Pierre Manant, ce que vous êtes en train de nous dire. Je ne sais pas qui Pierre Manant. Oh, c'est une question immense. Si j'étais aussi rapide sur cette question, c'est pas parce que je la juge secondaire, c'est au contraire parce que je la juge d'un traitement extrêmement délicat. S'agissant des relations entre les hommes et les femmes, on sait bien que il y a dans le monde musulman des positions, certaines mœurs qui pour nous sont inacceptables. En même temps, je ne pense pas que l'ensemble des musulmans, en quelque sorte, sont prisonniers des mœurs extrêmes qui nous sont inadmissibles. Et j'ai essayé de tenir compte de ces deux aspects, mais je vois qu'on me demande d'arrêter. Désolé, Mohamed Majrafi, vraiment en un mot, si vous pouvez répondre à Caroline Eliachef. Elle a posé pas mal de questions, et bon, très rapidement, moi, ce que j'essaye de faire pour répondre à votre question, madame, c'est de ne surtout pas considérer les choses comme étant des objets figés, et de montrer que, en fait, aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui est composé de plusieurs mondes qui jadis s'étaient séparés les uns des autres. Aujourd'hui, nous vivons les uns dans les autres, on n'est pas les uns à côté des autres. On aura l'occasion de répondre à vos questions. Merci à tous les deux et je renvoie pour les auditeurs qui n'auraient pas eu toutes les réponses qu'ils escomptaient aux ouvrages respectifs de nos invités. Pierre Manant, Situation de la France, j'ai des clés de Brouvert, et Mohamed Barjafil, Islam de France, l'an 1, il est temps d'entrer dans le 21e siècle.